Bonjour à toutes et à tous, c'est Adam Fourage de l'équipe d'Infoscope. Alors, pour vous raconter un petit peu ma vie, je suis complètement malade. Alors, si vous entendez des reniflements de manière intempestive, ce ne sera que mon nez qui a décidé de refuser le travail journalistique essentiel pourtant à notre démocratie. Avec moi, toujours mon fidèle Benoît. Tu vas bien, Benoît? Salut Adam, oui, ça va bien et toi? Bah, comme je te disais, malade comme un chien. Voilà. Hmm. Mais on est toujours présent pour ce Twitch. Voilà, notre petit Twitch hebdomadaire. Qu'on n'avait pas fait la semaine dernière parce qu'on était à Châteaubriand, accompagné de Chantal Pichot, qui est syndicaliste à la CGT, une syndicaliste angevine. Salut Chantal, tu vas bien? Bonjour, oui, oui, merci, ça va bien. Bon, bah super, ça fait plaisir. Donc la semaine dernière, on s'est rencontré avec Chantal et on s'est dit qu'on ferait bien un petit Twitch sur autour de notre sortie gratuite de notre film Un pognon de dingue, qu'il a fallu qu'on revoie, en tout cas moi que je revoie pour préparer ce Twitch, puisque du coup c'était un peu impromptu, mais en fait on sort gratuitement pour l'instant sur la plateforme Vimeo. Donc pour l'instant sur la plateforme Vimeo, notre premier film Un pognon de dingue qu'on avait sorti à l'automne 2020, donc après le confinement. C'était notre toute première production. On était parti donc en enquête pour comprendre en fait les mécanismes économiques et sociaux qui ont mené à l'élection donc d'Emmanuel Macron. On dit que c'est le président des riches, voilà. Pourquoi en fait, tout simplement. Et donc c'était vraiment un premier film, c'était sympa. Alors direct après on est parti sur notre série documentaire Nous sommes en guerre, dont on a fait notre première diffusion jeudi dernier au 122. D'ailleurs qu'on profite pour remercier encore une fois, puisqu'on les avait déjà vus à ce moment-là, mais c'était une projection débat bien sympa. Mais on les remercie encore ici, et on leur passe le petit coucou. Salut à William et à toute l'équipe du 122 pour cet accueil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire en instant promo en plus? Bah voilà, abonnez-vous sur notre Twitch, sur notre YouTube, donnez-nous de l'argent sur notre cagnotte, voilà, continuez à faire tout le soutien. On a vu vos questions qui ont été posées sur Facebook. C'est Benoît qui a pris le temps de collecter de manière totalement scientifique avec les méthodes les plus précises du data journalisme. Explique-nous comment ça s'est fait, cette sélection des commentaires pour les questions de Chantal. Euh, il y a deux choses pour ce Twitch d'aujourd'hui. On va poser des questions à Chantal Pichot, que je salue, donc, qui est membre de la CGT du Crous des Pays de la Loire. Donc, il y a des questions qu'on va poser par rapport à l'action syndicale de ce syndicat. Et puis, il y a des questions qui nous sont posées à nous, Infoscope, sur Un pognon de dingue, donc notre premier film, qui est en accès gratuit depuis vendredi 22 octobre, depuis avant-hier. Et j'ai fait une sélection totalement arbitraire, donc pas du tout scientifique, totalement empirique en tout cas. Et j'ai décidé de quelles questions on allait garder. Donc ça va être voilà, un jeu de passe-passe, on va dire, euh, Qui va être entre animé. deux interviews mêlées. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'espère que l'exercice va être bien marrant et que ce sera pas trop le bazar. De toute façon, si c'est trop le bazar, on dirait que c'est la faute de la sélection de Benoît. Moi, je propose sur le chat. D'ailleurs, sur la question du chat, évidemment, on garde toujours un ton poli, courtois, pas d'appel à la haine, à la violence ou à quelque chose qui relèverait du délictuel, par exemple, parce que c'est pas bien et que tout manquement aux règles élémentaires un peu de la bonne discussion sera sanctionné par nos frais. Mais avant, devant vos yeux ébahis, petit changement de... Oh yeah, Infosport. Bah oui, parce que qu'est-ce que serait une émission sur Twitch s'il n'y a pas le petite séquence sportive un peu qui va avoir lieu. Et là, j'ai envie de dire, bon, Chantal, elle nous a expliqué en off qu'elle aime bien pratiquer le sport, plutôt de l'équitation. Nous, c'est du football ou du rugby. Voilà, désolé. Donc voilà. Mais moi, dis-moi, mon petit Benoît,
Real Madrid, FC Barcelone. Pour toi, ça va être quoi le score de cet après-midi, de ce soir? C'est une grande question parce que tout ce que je sais, c'est que le Real allait plutôt, enfin, était un peu retombé jusqu'à la victoire en Ligue des Champions et que le Barça va très mal. Donc, je dirais 3-1 et doublé de Benzema. Voilà. Triplé même de Benzema. 3-1, quadruplé de Benzema. Parce qu'il marque aussi un but contre son camp. Voilà. Ok, alors autre match qui va soulever les passions, plutôt chez nos confrères anglais du Suns et de la BBC, c'est le Derby of England between Manchester United and Liverpool. Et j'espère que le chat aura vu que mon accent a coupé au couteau. Donc entre Manchester United et Liverpool, mon petit Benoît, tu vois qui l'emporter? Je dirais match nul. Allez, voilà. Toi, t'as pas vu les matchs de Mohamed Salah, toi, en fait. T'as pas vu les matchs de Cristiano Ronaldo? Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai vu qu'il a marqué contre l'Atalanta Bergame, mais bon, voilà, donc bon, très bien. Ok, admettons le match nul. Et du coup, le dernier, pas El Clasico, pas Der Klassiker, pas, je sais pas d'autres mots, le classique en français, ça fait un peu burger de Burger King, mais c'est pas grave, voilà. Le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Toi, tu vois l'Olympique de Marseille l'emporter? C'est au Parc des Princes en plus, il me semble. Non, non, c'est au Vélodrome. Ah, Les supporters parisiens n'ont pas le droit de venir. ah, Donc, Dimitri Payet, qui est dans une forme olympique, oui. a donné des consignes à ses supporters en disant voilà, faites pas les cons. Ça fait 10 ans que le PSG n'a pas perdu au Vélodrome. Je pense que le PSG va perdre au Vélodrome. Et voilà. Si le PSG perd au Vélodrome, on fait un Twitch et on se met tu sais, des couleurs de l'OM sur le visage et tout. Non, on va pas Non, on aller va pas faire ça. jusque-là. Non, on fera pas ça. Désolé. Mais je tiens à dire quand même que Dimitri Payet, pur produit de la formation nantaise quand même. Je tiens à le dire quand même que voilà. Tel les grands joueurs nantais qui sont passés par l'OM, Dimitri Payet en fait partie. Voilà. Là, il y a Chantal qui est complètement perdue. Elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Je veux dire, mais je croyais qu'on était là pour un interview là, mais de la CGT et tout. Bah, de toute façon, on a Le- fini sur le- notre séquence prono, hein. Donc bah, je vous laisse la parole avec Benoît. Et puis, bah, quand il y a des petites questions sur le chat ou que j'ai envie de rebondir à la volée avec les réponses des questions qu'on nous a posées en mode FAQ, vous voyez, foire aux questions. Pour ceux qui ne savaient pas, parce qu'on m'a déjà dit aujourd'hui, ah ouais, les foires aux questions, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, bref. Donc voilà, bon, la parole est à vous, les amis. Alors, donc, Chantal, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots, puisqu'on t'a présenté, mais voilà. Bon, bah moi, c'est Chantal. Je suis syndiquée à la CGT depuis plus de 20 ans. Et donc, j'ai été secrétaire de mon syndicat. Et après, j'ai eu beaucoup de responsabilités dans des instances au sein du CROUS et du CNUS, dans les instances paritaires. Et puis après, j'ai pris des responsabilités syndicales à l'Union départementale, ma fédération et dernièrement, et aussi confédérale. Voilà pour faire simple. D'accord, très bien. Bah, en fait, ça permettra au public qui connaît pas la CGT aussi bien que toi, bah, d'expliquer comment fonctionne la CGT aussi. Première question, la CGT revendique le SMIC à 2000 euros, c'est ce qu'on a vu dans les repères revendicatifs, 2000 euros brut, là où il est encore présent aujourd'hui à 1200 euros net. Alors la question est pourquoi? Mais j'ai envie de dire aussi, est-ce que c'est possible? Parce que c'est ce qui tourne en boucle sur les plateaux de télévision des chaînes libérales, c'est que c'est impossible d'augmenter les salaires aujourd'hui. D'accord. Alors, peut-être la première petite précision, c'est que tu annonces un SMIC à 2000 euros brut et tu nous dis que le SMIC actuellement, il est à 1200 euros net. Alors, en fait, il faut bien dire que le SMIC à 2000 euros brut, c'est le salaire avec les cotisations sociales. Alors que les 1200 euros que tu m'annonces, c'est pas du brut, c'est du net. Parce qu'en fait, le SMIC, il est à 1590 euros environ brut.
Et donc, cette différence, ce sont les cotisations sociales qui payent, entre autres, enfin, qui payent, c'est ce qu'on met à contribution dans le pot commun pour tout ce qui sert pour l'assurance chômage, les retraites, tout ce qui tourne autour de la sécurité sociale. Donc, c'est important de bien remettre en. C'est vrai que 2 000 € brut, parce que ça comprend le salaire net plus les cotisations sociales. Que le salarié, enfin, à qui il est imposé de cotiser pour pouvoir abonder ces caisses qui sont très très importantes, surtout en termes de pandémie, comme on a vu là dernièrement, où on a pu payer le chômage partiel, où on a pu faire se soigner, voilà. Voilà. Donc c'est important de repréciser ça, c'est que quand on dit 2 000 € brut, c'est qu'il y a les cotisations sociales dedans. C'est une partie de notre salaire, hein. Et quand on parle de diminuer les charges sociales, nous qu'on appelle cotisations sociales, eh ben en fait, quand on diminue les cotisations sociales ou appelées entre guillemets charges patronales par le gouvernement et les patrons, ben en fait, on accepte de baisser une partie de son salaire. Alors, on va parler maintenant de la fiscalité, qui est Mais, bien. Oui, mais tu avais dit si c'est possible. En oui, tout fait, à fait. ouais, si c'est possible, ben, effectivement, c'est possible parce qu'en fait, euh, c'est comment on répartit mieux les richesses produites. Dans le produit intérieur brut, il y a une part consacrée au salaire, il y a une part consacrée aux dividendes et une part consacrée à l'investissement. Et en fait, on s'aperçoit que depuis des années, en fait, la part consacrée aux investissements et aux salaires diminue, alors que la part des dividendes augmente. Donc, si on avait une meilleure répartition des richesses produites, eh bien, en fait, on peut augmenter le SMIC. Et donc ça, c'est la revendication interprofessionnelle, le SMIC à 2 000 € brut. C'est la même revendication pour les agents du Crous. C'est une question qui n'était pas prévue à l'avance, mais ça me semble intéressant de te la poser. En fait, les salaires des personnels des Crous, ils tournent autour du SMIC. Et donc, pourquoi 2 000 €? Et c'est aussi une revendication finalement qu'on n'a pas remis au goût du jour, mais qu'il va falloir au prochain congrès remettre à l'ordre du jour. C'est que pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est simplement le pouvoir de vivre dignement de son salaire. Parce qu'avec 1200 ou 1 300 € net, qui peut vivre dignement dans ce pays? Quand on va voir les collègues de travail, on se rend compte qu'ils ont du mal à payer leur loyer, à payer leur électricité, leur gaz. Qu'est-ce qui reste pour les loisirs? Qu'est-ce qui reste pour vivre, tout simplement? Et donc, oui, 2 000 € nous paraît pas, voilà, nous paraît bien pour pouvoir bien vivre sans faire des extras, voilà, pouvoir se payer des vacances, payer des loisirs, voilà, voilà. Alors, on va parler de la fiscalité maintenant. Donc, peut-être euh, expliquer la question, c'est es-tu d'accord pour dire qu'il y a une injustice fiscale? Et puis peut-être faire un point sur la fiscalité, ce qui concerne les impôts à l'État et les cotisations qui concernent la sécurité sociale. Euh, alors, que ce soit dans toute forme de contribution sociale à l'État ou à la Sécu, est-ce qu'il y a une forme d'injustice aujourd'hui? Alors, la justice fiscale, elle est dans le fait que beaucoup, enfin, c'est-à-dire surtout les salariés des Crous, une bonne partie de la population, en fait, ne paye pas d'impôt sur le revenu. Donc, on pourrait dire, ben, chouette, voilà. Sauf que proportionnellement, par contre, il y a la fiscalité directe par les impôts et puis il y a celle indirecte via la TVA. Et en fait, on se rend compte que proportionnellement, quelqu'un qui consomme et quelqu'un qui est au SMIC va contribuer beaucoup plus euh, fiscalement pour le pays en consommant, parce que la part de la TVA est la même pour tout le monde. Donc la pression de la fiscalité est beaucoup plus importante pour quelqu'un qui est dans les bas salaires plutôt que pour ceux qui sont très très riches, même si eux payent des impôts sur le revenu. Proportionnellement, la charge est beaucoup plus lourde pour les personnes qui ont des petits revenus, pour les familles modestes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, si c'est ça que...
Oui, oui, la question portait sur la justice fiscale. Et justement, cette injustice, est-ce qu'elle n'a pas été aggravée par les réformes fiscales de Macron? On Oui. a évidemment en tête la suppression de l'ISF, ou du moins la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, IFI. Du coup, en quoi les réformes fiscales, que ce soit sur l'ISF ou la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique sur le capital de Macron ont profité aux ultra-riches. Avant d'aborder cette question-là, euh, en fait, je voudrais revenir sur le fait que tu as dit, tu as dans ta deuxième question sur la justice fiscale et tu as fait le parallèle entre la sécurité sociale et les impôts. Alors, il faut faire enfin, il faut marquer une différence. Euh, un impôt, c'est qu'elle soit de la TVA ou impôt sur le revenu ou autre. Voilà, ça permet de donner de l'argent à l'État qui va redistribuer dans les écoles, entretenir les routes, la santé, payer les hôpitaux, etc. Mais les cotisations sociales, c'est pas un impôt. Il faut faire la différence. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on accepte de mettre au pot commun, mais ce n'est pas un impôt, parce qu'un impôt, tu le payes, mais ça ne donne pas de droit, alors que les cotisations sociales, ce sont des cotisations qu'on accepte de mettre au pot commun et qui nous sont redistribuées au moment où on en a besoin. Donc, il faut différencier le fait que l'impôt de sécurité sociale, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est quand on paye des cotisations, ce qui est différent de la CSG, puisque la CSG est un impôt, ça ne donne pas de droit, alors que quand on cotise, on met au pot commun et ça nous donne des droits à l'assurance chômage, des droits à se faire rembourser de moins en moins bien, mais à faire rembourser les soins, et puis cotiser pour nos retraites quand arrive l'âge d'aller de quitter le monde du travail salarié. Voilà. Et donc, je rebondis sur ta troisième question. Ces réformes fiscales ISF, si elles ont profité aux ultra-riches, si je veux résumer ta question, en fait, elle a été présentée par le gouvernement Macron en disant qu'en supprimant euh, ces l'ISF et d'autres flat tax, en fait, ça permettrait un ruissellement vers le bas. Et en fait, on se rend compte que ces réformes fiscales, en fait, ça a donné beaucoup d'argent à ceux qui n'en ont pas besoin déjà. Et plutôt que de revenir parce qu'en fait, l'idée, c'était de mettre ça dans l'investissement dans les usines. En fait, c'est pas ça qui est fait, c'est qu'ils en profitent pour mettre de l'argent de côté, c'est versé aux dividendes, des dividendes qu'on s'aperçoit avec les affaires récentes où ils font de l'optimisation fiscale dans les paradis fiscaux. Donc, ça ne redescend pas vers le ruissellement vers le bas, comme il appelait, plutôt que, en fait, ça permet aux ultra-riches d'être encore beaucoup plus riches, hein, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais la dernière, pendant la période Covid, en fait, les plus riches se sont encore considérablement enrichis. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait, effectivement. Et d'ailleurs, c'est les classements challenge de chaque année qui prouvent que la fortune des 500 familles les plus riches augmente considérablement. Mm, tout à fait. On en avait fait une vidéo d'ailleurs. Un Twitch dessus au mois d'août, voilà. Alors, moi j'ai une question à poser et que j'ai envie de poser même plutôt à Benoît en fait, qui a été posée par Messenger, par Henri Schneider, parce qu'il a tagué Infoscope, donc quand j'ai dit par Messenger, non, pas du tout par Messenger, sur Facebook. A-t-on le droit de poser la question de qui sont ces ultra riches et qu'est-ce qu'un ultra riche? Voilà, je pense que c'est important d'y revenir puisque ça c'est aussi un élément qui est quand même conceptuellement important dans notre premier film, la notion d'ultra riche. Et d'ailleurs, c'est une notion qui est un peu dévoyée. Enfin, explique-nous tout ça un peu, Benoît. Alors, la formule ultra riche, c'est une formule qui est notamment utilisée par Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot dans leur livre Le président des ultra riches, qui est une enquête consacrée à Macron, et suite à leur livre Le président des riches, qui était consacré à Sarkozy. Alors, les ultra riches, on peut dire qu'il y a trois strates, on va dire. Il y a les 1% les plus riches qui ont un revenu à peu près supérieur à 8 ou 9 000 euros dans le pays. C'est les 1% les plus riches. Il y a les 1% des 1%
qui font partie de ceux qui sont assujettis à l'ISF et qui ont des patrimoines considérables. Et il y a les 1% des 1% des 1% qui sont en fait à peu près les 60 familles les plus riches du pays, ou les 600, 60 ou 600. J'avoue que faudrait refaire le calcul, mais en fait, c'est vraiment dans ces familles-là que se concentre l'essentiel de la richesse capitaliste. Et donc, qui sont-ils? Bah, en fait, il suffit d'ouvrir justement le classement Challenge dont je parlais. Challenge, qui est donc un magazine économique qui sort chaque semaine et qui sort chaque année en début juillet un classement des familles les plus riches de France. Et la première, c'est la famille Arnault, Bernard Arnault, propriétaire de beaucoup d'industries du luxe, qui est d'ailleurs dans le Canard enchaîné d'il y a quelques semaines, ils indiquaient encore que Bernard Arnault, par rapport à son directeur de cabinet qui voulait qu'il soutienne Xavier Bertrand, Bernard Arnault a réaffirmé son soutien à Emmanuel Macron pour 2022. Donc Bernard Arnault en est le porte-voix, mais derrière, il y a plein de personnes. Donc il y a Vincent Bolloré qui, lui, penche plutôt vers la réaction encore plus brutale que Macron. Par contre, il y a une multitude de capitalistes qui sont des héritiers pour la plupart. Martin Bouygues, Xavier Niel, Patrick Drahi, etc. Et donc tous ces gens-là qui sont à la fois propriétaires de grandes industries et des médias, eh bien c'est ces médias qui ont fait la courte échelle à Emmanuel Macron pour être président de la République. En fait, la question de l'ultra-richesse, c'est une question qui est bien développée par justement Monique Pinson-Charlot lors de notre premier film. Il faut pas comprendre, la richesse n'est pas une question que de argent dans le porte-monnaie. D'ailleurs, je sais plus, c'est marqué, elle le dit, il est dans le film et tout, mais c'est la famille Bolloré qui est par exemple a une ardoise, par exemple, qui est un solde qui est négatif à la banque. Non, la richesse, c'est pas que ça. La richesse, c'est en fait toute la somme, c'est la somme en fait des capitaux que tu possèdes. Des capitaux, certes, économiques, les entreprises, par exemple, mais c'est aussi du capital social, c'est-à-dire les sociabilités que tu es capable d'avoir quand tu vas dans un rallye mondain ou à la kermesse de ton école dans le 16e, enfin, je dis n'importe quoi, mais ça peut être au Touquet ou à David d'Angers, voilà, à Montgazon, pour ceux qui habitent à Angers. Un capital symbolique aussi, c'est-à-dire posséder des œuvres d'art, non, ça c'est culturel, pardon, excusez-moi. C'est un capital culturel, posséder des œuvres d'art, des maisons qui sont classées à l'UNESCO, des châteaux, vous voyez bien. Et le capital symbolique, c'est-à-dire ce que représente toi-même ta richesse. Quand tu es un Bolloré, bah en fait, par exemple, je prends un exemple puisqu'on parlait de football et du Real Madrid et tout. En réalité, la première activité du président du Real Madrid, qui s'appelle Florentino Pérez, n'est pas président d'un club de foot en fait. Il est leader dans le BTP. Et c'est lui qui est leader dans le BTP mondial, leader dans le BTP. Par exemple, c'est lui qui a construit la plupart des stades au Qatar en 2022. Et rien que le fait d'être propriétaire du Real Madrid, ça lui donnait une certaine stature à cet ultra riche, à ce capitaliste. Parce qu'en fait, ultra riche, c'est un terme un peu plus récent qui a été développé par les Pinsons Charlot, mais qui prend la suite des travaux de Pierre Bourdieu. Et qui lui aussi s'inspire donc évidemment des travaux donc de Karl Marx par exemple, parce que c'est quand même surtout ça qui font vraiment toute la toile de ça. Et ben voilà, quand il négocie des contrats et des deals en Arabie Saoudite ou au Qatar, Florentino Pérez, bah voilà, c'est parce qu'il est le président du Real Madrid. Et donc tout ça lui offre un capital symbolique. Et c'est l'addition de ces capitaux-là qui font que tu es un capitaliste ou un ultra riche en fait. Parce que tout le monde n'a pas accès, enfin voilà, c'est toute la question de la méritocratie qu'on porte à la question. Alors du coup, ça me fait penser
que effectivement les 1% des 1% des 1% des 1% des 1% des 1, etc., etc. Non, les 1% des 1%, c'est ce que tu disais, Benoît, c'est 60 personnes, à peu près, les 60 personnes les plus riches qui sont vraiment de très loin les plus puissantes en fait, en réalité aussi, qui sont C'est capables ça. d'imposer un rapport de force, quoi. C'est ça. Et en gros, Monique Pinson-Charlot et son mari Michel Pinson ont beaucoup travaillé sur les 100 plus riches de l'ISF, Ouais, en les côtoyant, en allant dans leurs dîners, dans leurs galas de charité. Et les 100 plus riches de l'ISF, ça recoupe à peu près cette population qui est les 1% des 1% des 1%. Donc on parle souvent des 1% contre les 99%. Il faut bien se rendre compte que c'est c'est pyramidal, mais tout en haut, il y a, c'est pas un complot caché, secret, franc-maçonnique ou que sais-je. Par contre, c'est à visage découvert des gens qui font leur business et c'est le business qui fait tourner le monde, quoi, tout ouais. simplement. Ouais, ouais. Michel Salingue, il dit, c'est la démonstration de ce que Antonio Gramsci appelle l'hégémonie culturelle de la classe bourgeoise qui lui permet de garder le pouvoir, d'où la nécessité de développer chez les travailleurs une véritable conscience de classe. Bon, ça après, Michel, on te rejoint, mais ça te regarde. Euh, Et Franck Rico, lui, il pose une question. Et à votre avis, qui place Éric Zemmour? Toi, t'as parlé de Bolloré, mais on sait que Bolloré, c'est l'employeur de Éric Zemmour. On sait que Bolloré, c'est un cateau très... Comment dire? Intégriste? Ouais, en fait, oui, c'est un cateau intégriste, en fait, hein. Donc, pour toi aussi, Éric Zemmour, je voulais pas poser la question à la base, mais bon. Éric Zemmour, c'est un peu le candidat de ces ultra-riches, d'une autre frange de ces ultra-riches, en fait. Et du coup, ce qui impliquerait que, en fait, malgré leur hégémonie culturelle, ce sont des corps qui ne sont pas monolithiques, en fait. J'imagine que la question est adressée, Oui, elle t'est Adam. adressée, Benoît. Oui, d'accord. Oui, oui, effectivement, Xavier, Vincent Bolloré roule pour Zemmour, ou il roule en tout cas pour l'extrême droite nationaliste. Et on peut voir qu'il n'y a pas une unité, c'est pas monolithique, comme tu l'as dit. Par contre, quand il s'agit de défendre leurs intérêts de classe, ils savent user des bonnes ficelles, notamment pour faire en sorte que les travailleurs s'opposent les uns aux autres et de faire en sorte que ce soit Éric Zemmour et Marine Le Pen qui soient les principaux opposants à Macron selon les médias, ça permet d'avoir une roue de secours pour le capitalisme qui est, en cas de crise aiguë et de faillite des institutions en place, la mise en place d'un gouvernement nationaliste d'extrême droite, et puis adviendra ce qui adviendra, mais par contre, les capitalistes, eux, seront bien à l'abri de tout le déchaînement de violence qui pourrait suivre la prise de pouvoir par des nationalistes. Donc, dans tous les cas, ils sont gagnants, sauf peut-être s'il y a une unité des travailleurs. Volontaire en colère dit ils vont recommencer en 2022. Et d'ailleurs, en parlant d'unité des travailleurs, t'as Jean-Michel Missiou qui dit et sinon, sur 2022, on nous propose quoi comme candidat crédible? Bah, moi j'ai une réflexion, Jean-Michel. Je pense que ça devrait être Chantal Pichaud. D'après toi, pourquoi Non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Après, à titre personnel, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat, mais c'est vrai que c'est une question qui doit être importante à se poser pour les membres des corps sociaux de notre classe, en fait, hein, des travailleuses, des travailleurs, des salariés et des salariés. C'est quelle riposte en fait on met en place, quelle riposte politique. Il y a 2022, mais je pense pas qu'il y a que 2022. Il y a aussi le syndicalisme, d'où le fait qu'il y ait que Chantal, ce qui était aussi une manière un petit peu de faire, de permettre de retourner à l'interview. Sauf si t'as quelque chose à ajouter, Chantal, bien sûr. Enfin, sur la question de montée d'extrême droite, on peut dire que ça, enfin, justement, je ne vais pas développer ce que Benoît il a dit, voilà, je partage un certain nombre de choses qu'il a dites, mais en fait, c'est aussi monter, enfin, depuis Mitterrand, en fait, la montée de l'extrême droite, en fait, c'est pour, euh, surtout là, c'est peut-être encore beaucoup plus vrai aujourd'hui, c'est que on ne donne pas d'alternative. D'ailleurs, c'est présenté dans les médias, c'est soit Macron, soit Le Pen. Maintenant, Zemmour arrive dans le paysage. C'est en fait,
pas du lavage de cerveau, mais on présente ça à la population en disant c'est soit ça, alors qu'il y a d'autres alternatives, et il suffit d'aller regarder. Sauf que comme c'est pas développé dans les grands médias, bah, du coup, quand on fait des sondages, eh ben, en fait, on se positionne sur l'un ou sur l'autre, alors qu'il y a d'autres alternatives, mais comme elles sont rarement évoquées ou développées sur les grands médias ou dans les journaux, mais en fait, on le fait. Les sondages sont favorables à ces deux formations politiques qui sont tous les deux de droite, hein. Et donc, ils mènent la même politique. Alors, je vais continuer l'entretien avec toi, Chantal. Vous êtes à la CGT pour une diminution de la TVA et la réduction des niches fiscales. Mais là aussi, la question, c'est comment faites-vous? Est-ce que vous êtes pour la baisse des dépenses publiques ou est-ce que vous êtes pour qu'il y ait d'autres recettes fiscales pour l'État? Euh, et si oui, lesquelles? Alors, j'ai pas beaucoup travaillé cette question-là. Non, alors, par contre, là, ce que je peux affirmer, c'est que là, si on doit être sur une diminution de la TVA, ce seront sur la TVA sur les produits de première nécessité. Euh, là, en ce moment, c'est d'actualité. Le gaz, l'électricité, il y a des TVA sur des TVA. Enfin, voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. L'électricité, le gaz, l'eau, ce sont des produits de première nécessité. Et donc, du coup, les TVA sont beaucoup trop importantes. Voilà, comme c'est payé par tout à chacun. Et donc, peut-être une diminution de la TVA sur les produits de première nécessité nous semble une bonne chose. Une réduction des niches fiscales, souvent les niches fiscales, elles profitent à ceux qui n'en ont pas besoin. Donc, oui, une réduction des fiches fiscales, il faut regarder ça de plus près et d'aller voir là où finalement quelqu'un qui bénéficie d'une niche fiscale, ben, en fait, c'est pas ça qui va lui faire qu'il va pouvoir boucler sa fin de mois. Il n'a pas besoin de ça, quoi. Donc, sur une baisse des dépenses publiques, non, au contraire, il faut les augmenter. Les hôpitaux ont des besoins criants, besoins de financement public. Les écoles, l'université ont des besoins aussi criants de dépenses publiques. Il faut absolument augmenter les dépenses publiques et donc il faut mettre en adéquation les recettes fiscales en conséquence. Et donc, bah déjà, de supprimer toutes les réformes fiscales qui ont profité aux plus riches, déjà, ça remettrait de l'argent qu'on pourrait redistribuer là où on en a besoin. Et peut-être aller voir, chercher des recettes fiscales sur les GAFA qui sont pratiquement exonérés voilà, il y a certainement des choses à voir de ce côté-là. Les Mais GAFA certainement. qui sont Google, Amazon, Facebook, Apple. Parfois, on en rajoute Microsoft, mais qui sont ces grandes firmes, notamment américaines, qui font beaucoup de profits en France et qui ne payent pas l'impôt comme elles le devraient. Et ça, Alors, Benoît. Tu l'avais enregistré. de quoi? Non, en fait, j'étais en train de taquiner, mais. Vas-y, passe à la suite, passe à la suite, passe à la suite. Sans transition, Voilà. sans transition. Kylian Mbappé, c'est un des salariés les mieux payés de France. Il gagne environ 1000 fois le SMIC. Mais pour qu'il atteigne la fortune de Bernard Arnault, c'est ce qu'on démontre dans Un pognon de dingue, il faudrait qu'il ait commencé à travailler en 3500 avant Jésus-Christ, qu'il travaille jusqu'en 2021, toujours à 17,5 millions d'euros par an, sans rien dépenser, pour atteindre enfin, après du coup 5500 années, la fortune de Bernard Arnault. Alors on voit bien qu'il y a une grosse différence entre les revenus et le patrimoine. Euh, Kylian Mbappé est-il plus proche du SMICAR que de Bernard Arnault? Question cornélienne. Mais c'est surtout Bernard Arnault qui cumule un certain nombre d'argent qui est extravagant, extraordinaire. C'est même pas pensable qu'il puisse gagner à la minute autant d'argent en faisant rien. Ou alors, mais comment Bernard Arnault il a gagné sa fortune? Il l'a gagné en licenciant des millions, enfin, des milliers de gens dans le nord de la France. C'est-à-dire, il a racheté des usines, il a délocalisé un certain nombre de choses, il a exploité les populations en Inde, en Chine, d'autres pays enfin, en Asie, quoi, principalement. Maintenant, la question de Kylian Mbappé qui gagne autant d'argent, ça a un rapport au foot. Est-ce que c'est nécessaire qu'il gagne autant d'argent juste en tapant dans un ballon? Je ne sais pas. J'ai pas d'avis sur la question. Euh,
Mais pour quelqu'un qui, paye, qui est payé au SMIC, bah, ça paraît ahurissant quand même de gagner autant d'argent. Ouais. Les deux sont ahurissants finalement. Mm. Mais il y en a un qui est encore plus ahurissant que l'autre, et c'est Bernard Arnault. Ça fait le lien avec la question suivante. Aujourd'hui, est-ce parce qu'il y a de l'exploitation qu'il y a des personnes aussi riches, qu'il y a des personnes qui cumulent une fortune aussi énorme que celle de Bernard Arnault, encore une fois? Alors, j'irais piocher un peu dans historiquement. En fait, le capitalisme, depuis qu'il existe, au départage, il a exploité, entre guillemets, le tiers-monde. C'est-à-dire qu'il y a eu, on a été colonisé l'Algérie, le Maroc, enfin les pays ont été colonisés un certain nombre de régions où ils ont exploité sur place les personnes. Euh, Ça continue toujours sous une autre forme, hein, donc on commence par là. Et une fois qu'on a fait le tour de ça, parce qu'en fait, à force d'aller baisser, voilà, il y a cette exploitation-là. Donc il y a eu la fin entre guillemets, des colonisations, parce qu'on arrive toujours à piller Maintenant, on pille les richesses surtout minérales des pays d'Afrique ou autres, pour produire nos ordinateurs, du nickel, etc. Enfin, tout l'uranium pour le nucléaire, etc. Donc, on pille toujours ces pays-là qui ne reçoivent pas ce qu'ils devraient recevoir par rapport à leur patrimoine, enfin, en termes de minerais. Enfin, voilà. Euh, donc on fait ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste? En fait, une fois qu'on a fait le tour, on a délocalisé un certain nombre de productions dans des pays, voilà, où on va exploiter des gens, même des enfants, hein, parce que il y a même des enfants qui travaillent dans ces pays-là. D'ailleurs, il y a eu quelques affaires scandaleuses avec des grosses marques bien connues, hein. Euh, eh bien, maintenant, pour qu'ils puissent gagner encore plus d'argent, ces gens-là, ben, en fait, il faut exploiter. Ben, voilà, ça revient en France. Et en France, de quelle manière on exploite, voilà, eh ben, en faisant des réformes du travail, celles qu'on a connues dernièrement, et où l'objectif, c'est toujours de multiplier les dividendes. C'est-à-dire qu'un salarié aujourd'hui, il va travailler, ben, il va produire 4 fois ce qu'il pouvait produire il y a une centaine d'années avec les voilà. Demain, on va demander encore plus d'efforts aux salariés en travaillant pour une productivité multipliée par deux pratiquement. Et cet argent-là, c'est pas le salarié qui va en profiter, mais c'est les actionnaires sous forme de dividendes. Donc oui, il y a une exploitation. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans mes propos, mais bon. Si, si, oui, oui. Adam, je ne sais pas si tu as un mot à ajouter. Non, j'étais en train de regarder le stream puisque tu prenais l'exemple en fait de l'exploitation des enfants. Je prenais l'exemple de Nike sur le Twitch pour expliquer le stream, pour expliquer voilà. Dont Michael Moore parle assez bien dans Roger et moi, il me semble, c'est ça? Benoît, c'est toi qui connais, qui est l'encyclopédie. J'ai pas vu Roger et moi. J'ai pas vu Roger et moi. J'ai Donc vu c'est The dans The Big Big One. One en fait. Autant pour moi. Donc J'ai c'est vu dans The Big One, mais effectivement, je crois que dans The Big One, il est question de Nike, mais Ah oui, c'est à voilà. vérifier. Roger et moi, c'est avec le président de General Motors. Oui, Donc oui. ça doit être dans The Big One. Ouais, dans The Big One. Euh, Autant pour moi, voilà. Non, j'ai rien d'autre à ajouter de plus par rapport à ces questions-là. Non, j'ai pas de questions, non. Non. Ok, très bien. Alors, pour poursuivre, en plus de l'augmentation du SMIC, vous êtes à la Confédération générale du travail, à la CGT dans ces structures, pour l'instauration d'une grille nationale des salaires. Qu'est-ce que ça signifie et est-ce que ça induit qu'il faille réduire les écarts de revenus et donc instaurer, par exemple, un revenu maximum? Ben, effectivement, c'est-à-dire qu'on trouve qu'il ne devrait pas y avoir un écart de ce revenu entre 1 et 8, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne le plus bas salaire et le plus haut salaire dans l'entreprise. Parce que justement, c'est que en réduisant ces écarts de revenus, ben, en fait, une part qui serait réservée aux salaires les beaucoup plus importants, ben, en fait, ça permet de payer ceux qui sont en bas de la grille. Donc l'écart que vous proposez, c'est de 1 à 8, parce Il qu'il me y a semble. débat au sein de la gauche, au sein des syndicats.
Alors, j'ai pas creusé plus que ça la question, hein. Je peux pas répondre plus sans D'accord. dire de conneries. Je pourrais en dire, donc ce serait peut-être pas la peine de développer ça Ok, avant de dire pas de des choses qui souci. sont fausses. Je n'ai plus qu'une question pour toi, Chantal, et puis après, on verra peut-être si Adam en aura d'autres ou si on a d'autres choses sur lesquelles rebondir, des sujets sur lesquels rebondir. Macron n'a cessé, durant son quinquennat, de porter des attaques toujours plus violentes contre les droits des travailleurs. Cela s'est même amplifié avec la crise sanitaire, où nous sommes passés du quoi qu'il en coûte économique au quoi qu'il en coûte politique, et notamment électoral. Finalement, la question est simple. Est-ce que c'est le président des riches, Emmanuel Macron? Par rapport à tout ce qu'on vient de développer précédemment, on peut que le dire, puisque les actionnaires, leurs revenus ont augmenté de 70%, et même si le salaire moyen a augmenté de 20%, ben on voit bien qu'à qui profitent toutes les réformes, ben, elles profitent à ceux qui sont plus riches et non pas. Voilà. Et quand on parle de salaire moyen, ce n'est qu'une moyenne. C'est-à-dire que est-ce qu'on pense à toutes ces enfin, toute cette catégorie de salariés qu'on dit invisibles et non seulement essentiels, qui pour certains gagnent en dessous du SMIC. Donc quand on parle de salaire moyen, ça veut dire qu'il y en a qui gagnent beaucoup et d'autres très très bas, quoi. Et donc pour les voilà et d'ailleurs Macron se refuse à augmenter le SMIC de manière significative, hein. Et par rapport à l'annonce qui a été faite cette semaine par Jean Castex, qui est une annonce décidée par Macron, même si elle a été annoncée par Jean Castex, du chèque énergie, de la indemnité inflation. Il y a plusieurs noms qui sont donnés à ce coup de pouce financier de 100 euros pour tous ceux et toutes celles qui gagnent moins de 2000 euros par mois. Alors, ça ne concerne pas exactement tous les retraités, si j'ai bien compris, parce que les retraités, c'est en fonction du taux de CSG qu'ils payent. Et comme ce taux est calculé dans le couple, eh bien, il faut toucher moins de. Enfin, voilà, c'est pas tout à fait clair. Donc, comme on dit, quand c'est flou, il y a un loup. Mais comment vous réagissez, vous, à la CGT, par rapport à ce chèque de 100 euros? Alors, la population, elle a besoin d'autre chose qu'une aumône du gouvernement. D'abord, premièrement, c'est vrai que ces 100 euros pour les familles les plus modestes, ça va être le bienvenu parce que 100 euros, quand on gagne entre 700 et 1200 euros, effectivement, 100 euros, c'est même pour les étudiants. Voilà, 100 euros, ça peut être, pour ces personnes-là, ça peut être quelque chose voilà, d'être reçu positivement. Mais non, la seule chose à faire, c'est d'augmenter les salaires. On n'a pas besoin d'aumône du gouvernement. Nous, ce qu'on a besoin, ce sont des salaires à hauteur. Ça renvoie à notre première question sur le SMIC à 2000 euros brut. Oui, c'est voilà. C'est pas avec 100 euros qu'on va arriver à boucler ses fins de mois. Donc, dans la période, surtout qu'on va bientôt approcher des fêtes, c'est toujours bon à prendre 100 euros, mais ça permet, c'est quoi? C'est pour quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois, qu'est-ce que ça va être que c'est 100 euros dans l'année, quoi? 100 euros, c'est 200 euros mensuels qu'il faudrait minimum que les personnes puissent toucher, et tous les mois, c'est pas 100 euros comme ça ponctuellement qui vont. Voilà, ça va faire un peu de beurre dans les pâtes, on va dire, ou dans les épinards, mais ça va pas améliorer de manière sensible les conditions de vie des personnes. Parce que les 100 euros, qu'est-ce que vaut 100 euros maintenant pour une famille de 4 personnes? C'est même pas une semaine de course. C'est vrai qu'il y a une inflation assez extraordinaire du fait de l'augmentation du prix du gaz, du fait de l'augmentation du prix de l'électricité, de la raréfaction des matières premières, de certains matériaux du moins. Tout ça participe à ce que ce soit de plus en plus difficile pour les salariés, les futurs salariés, les privés d'emploi de boucler leur fin de mois et les retraités, bien sûr aussi. Est-ce que c'était pas prévu dans nos questions, mais est-ce qu'il y aurait un conseil que tu souhaiterais donner aux salariés, aux futurs salariés, que selon les étudiants ou les lycéens, ou bien, enfin, est-ce qu'il y a, comment on peut s'y prendre pour sortir de toutes ces galères dont on vient de parler finalement? La mobilisation, il n'y a que ça, hein. Tant qu'on n'arrêtera pas, voilà, c'est le discours que, voilà, tant qu'on n'arrêtera pas l'outil de production, les plus grands, ils n'en ont rien à faire, hein. Donc, ce qu'il faut, c'est une grève massive, comme il y a eu en 1968. Occupons partout, tel que les théâtres, au théâtre, ils ont dit,
quand il y a eu la période Covid où ils ne pouvaient pas travailler, c'est que la seule solution, c'est d'arrêter l'économie une bonne fois. Et là, c'est là qu'ils arrêteront et de dire, parce qu'ils perdront de l'argent, donc du coup, ils accepteront de discuter et de se remettre autour de la table. Tant qu'on n'aura pas ça, ce sera compliqué. Parce que tant que l'économie tourne, ils n'en ont rien à faire. Les protestations, on a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, hein. Ça a un peu fait peur au gouvernement, mais voilà, ils n'ont pas arrêté l'économie. Donc, tant que l'économie ne s'arrête pas, ça veut dire qu'ils ne perdent pas d'argent. Donc, tant qu'ils ne perdent pas d'argent, il n'y a pas de raison que ça change. D'ailleurs, ça me fait penser que les gilets jaunes, au début, c'était bloquer les ronds-points, mais c'était aussi bloquer les pompes à essence, c'était bloquer l'accès aux centres commerciaux. Et après, on est passé à des manifestations le samedi dans les centres-villes de manière plus classique, plus traditionnelle. Mais quand les gilets jaunes bloquaient l'économie ou tentaient de la bloquer, c'est à ce moment-là, dès le mois de décembre 2018, qu'ils ont finalement réussi à gagner quelque chose de la part d'Emmanuel Macron, notamment avec la prime d'activité pour ceux qui sont au SMIC ou qui ont des bas salaires. Euh, Mais la prime d'activité, Finalement, une prime oui. d'activité, c'est un peu encore une aumône. Je veux dire que Hmm. quand on touche une prime d'aménité, cette prime je ne sais plus comment tu l'as dit, de prime D'activité. d'activité, bah, cette prime-là, bah, c'est vrai, elle est toujours bonne à prendre quand on gagne que le SMIC ou à peine le SMIC. Mais cette prime d'activité, elle ne donne pas de droit. Elle donne pas, il n'y a pas de redistribution en termes de cotisation sociale, ça ne donne pas de droit pour la retraite, etc. Donc, prime d'activité, effectivement, on peut dire comme pour les 100 euros d'aumône qu'ils vont nous donner en fin d'année. Mais ce n'est pas ça qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est une véritable augmentation des salaires. Très bien. Bon, on peut terminer sur cette note-là, sur cette phrase-là. Ça me semble assez juste. Adam, je ne sais pas si tu veux, s'il y a d'autres questions, par exemple, de Facebook à notre égard. Non, alors Euh, on nous a dit il y a Patrick Chispa, sans avoir vu le documentaire, rien que le titre montre qu'il ne doit pas être objectif. Bah non, il est pas objectif, Patrick, parce que c'est une question de parti pris tout ça, et on a une charte qui est écrite là-dessus. Sinon, bah la plupart des gens ils ont dit magnifique casting, merci pour ce magnifique documentaire, petit sentiment de fierté en voyant mon nom générique, Marjorie Mouveau. D'ailleurs ça me fait penser à merci encore une fois plusieurs années en arrière, mais à toutes celles et tous ceux qui nous avaient donné dans notre cagnotte, voilà. Je rappelle qu'on a une cagnotte aussi actuellement qui tourne pour donc notre documentaire. Nous sommes en guerre. Moi, en fait, cette question-là, la discussion qu'on vient d'avoir et tout, ça me, ça pose sur les questions des perspectives, pose sur les questions des perspectives et c'est tout le travail qu'on fait aujourd'hui actuellement avec notre série documentaire. Hein, et en fait, c'est marrant, tu vois. Je veux dire, on a eu à la fin de cet entretien, j'ai exactement la même conclusion que à la fin de la réalisation et de la sortie de Un pognon de dingue. Il faut qu'on y retourne. Il faut qu'on aille convaincre les populations et puis il faut qu'on aille s'intéresser à celles et ceux qui triment, qui souffrent, tu vois, qui travaillent au quotidien et tout. Parce que j'en parlais avec un ami dans son garage hier dans la Pampa angevine. Voilà, un ami que tu connais, Benoît, à mon avis que tu vas voir dans sous peu, mais j'en suis pas sûr. Il me disait, oui, mais tu vois, l'inflation, c'est l'ennemi du riche et tout. Et je disais, et tu vois, j'étais là avec Fatriouk d'ailleurs, à qui je pose le salut, tu vois, qui disait, mais oui, mais tant que les salaires ils vont pas augmenter, tout ce que va nous apporter tout ça, l'inflation, elle n'en profitera pas. En plus, il y a une question macroéconomique par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, c'est l'inflation qui soutient la croissance économique. Il n'y a pas de production de richesse. Aujourd'hui, l'économie, elle est en crise et donc ça ne fait que préserver un statu quo. Et comme dit donc Benjamin Létang dans le premier épisode là de Nous sommes en guerre, Emmanuel Macron il défend les intérêts de la bourgeoisie, mais on se rend compte qu'il le défend pas si bien que ça quoi. Et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'aujourd'hui Éric Zemmour par exemple, il apparaît comme une alternative crédible en fait aux yeux de certains, puisque finalement qu'est-ce qui a en quoi la situation entre guillemets de ces ultra riches elle s'est améliorée.
peut-être que si j'étais à la place de Bernard Arnault ou de Vincent Bolloré, je me dirais qu'elle a pas tant à améliorer. Le mouvement social, il est toujours aussi, même s'il est amorphe, il peut toujours embêter le business, des choses comme ça. La place de la France, bon, bah, ça a pas été la crise là des sous-marins, ça a pas donné du crédit à la France et tout. Donc forcément, on peut se poser ce genre de questions. Après, forcément, on peut aussi se poser évidemment la question de mais qu'est-ce qu'ils attendent de plus hein, finalement de la part d'un gouvernement et surtout de notre part parce qu'on leur donne déjà tout ce qu'on peut, tu vois, je veux dire, on peut pas donner plus, hein, tu vois, je veux dire. Et c'est ça aujourd'hui la grande contradiction, c'est qu'aujourd'hui, et c'est là, aujourd'hui on en arrive vraiment au bout d'un système libéral, tu vois, c'est que aujourd'hui tout ce que le système peut apporter et ben en fait il ne le peut plus. En fait il ne le peut plus. Les personnes qui dans le marché libre global unique tout ce que vous voulez dans le marché dans ce marché là aujourd'hui les travailleurs bah ils en peuvent plus et en réalité la bourgeoisie bah en fait elle a besoin de toujours plus sauf que nous on peut pas fournir plus quoi. Donc il y a une vraie problématique par rapport à ça. Ouais, vas-y Chantal. En fait, il y a quelque chose qui n'a pas été abordé et qui est très, très, très important. Parce qu'en fait, on parle de croissance, on parle d'argent, etc. Mais que serait une planète sans vie? Donc, Mm. il faut aussi se poser la question de comment on produit, pourquoi, et voilà. Et que si on repensait à une agriculture raisonnée, ben, on pourrait peut-être, avec des emplois bien rémunérés, on pourrait préserver la planète. Ça, c'est la même réflexion dans les industries. Et pour tout ça, on a besoin d'un service public performant. Donc toute la question est liée et on ne peut pas déconnecter l'environnement et du réchauffement climatique des autres questions. Donc c'est important aussi. Donc si je peux faire un peu de pub pour la CGT, c'est-à-dire qu'elle va lancer une campagne des 32 heures, parce qu'on n'a pas parlé des 32 heures de travailler moins, on va lancer une campagne des services publics. Pourquoi des services publics voilà, Et puis, ben, pas d'emploi sur une planète morte. Donc du coup, j'amène ça à la réflexion des internautes qui nous écoutent et que je les invite à s'intéresser à ces questions-là et parce que l'avenir, c'est ce que nous en ferons. Hein. C'est pas Tout voilà. à fait, tout à fait. D'ailleurs, je rebondis moi aussi, partie de ping-pong arbitrée par Ben. Pour une fois que c'est toi là, tu vois, je veux dire. Tu parles du défi de l'alimentation. Dans Un pognon de dingue, on a Olivier Morin qui est agriculteur paysan, qui est ancien journaliste, qui a fait une reconversion, bref. Qui nous parle. Et effectivement, la question du défi de l'alimentation, aujourd'hui, c'est une question qui est essentielle. Qui est essentielle parce qu'en fait, aujourd'hui, seulement 20% des propriétaires terriens détiennent 80% des terres agricoles en France. Tu confirmes, Benoît? C'est ça, effectivement. Ouais. C'est ce que nous dit Olivier Morin dans son entretien qu'il nous a accordé pour le film Un pognon de dingue. Donc ça, c'est une question, elle aussi, quand on parle de la planète, c'est une question de comment on se nourrit. Et donc, effectivement, la question de la répartition des terres agricoles, elle doit se poser nécessairement. Enfin bon bref, il y a plein de questions qui vont se poser, qui doivent se poser par rapport à ça. Moi j'ai pas grand chose de plus à ajouter si ce n'est de te remercier Chantal d'avoir accordé ton temps. De toute façon, nous on est en contact, hein, on va rester en contact, hein, je suppose, parce qu'il va y avoir beaucoup d'activités que l'on va mener nous dans les semaines qui viennent et auxquelles tu seras participé. Et donc en fait, je dis ça en particulier parce qu'on va participer à un marathon des diffusions de notre série Nous sommes en guerre. À l'Union départementale, à la Bourse du Travail d'Angers et à la Bourse du Travail à la salle Marcel Paul à Saumur. Je crois qu'on fait quelque chose à Cholet, mais il faut que ça se cale. Voilà, donc de toute façon, nous on est toujours partant en fait pour travailler avec les syndicats, quels qu'ils soient, et en particulier la CGT évidemment, on leur fait bien la promo. Benoît, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Euh, Disons que on met en lumière par notre travail les luttes de la CGT, mais c'est aussi parce qu'elles nous inspirent. C'est aussi parce qu'elles nous donnent de l'espoir. Et voilà, il n'y a pas que la CGT, il y a d'autres formes de solidarité concrète entre travailleurs, entre exploités, entre privés d'emploi. Mais voilà, c'est sûr que c'est un partenaire privilégié pour nous.
Alors, est-ce que Chantal, ça t'inspire la CGT? À titre personnel, moi, c'est plutôt Michael Jackson qui m'inspire. Mais voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein. Personne avec les casseroles qu'il a. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La musique, je parlais. Ah, ouais. Et puis j'en ai trop écouté quand mes films passaient du Michael Jackson. Ah ouais, bah oui, mais ça, en même temps, voilà, il faut ce qu'il faut. Hein. Ah oui, on compte ta génération. Qu'est-ce que tu veux que je dise Non, bah c'était si t'avais un petit mot de la fin, voilà quoi. Non, on peut dire que ce que je peux dire, c'est que ce genre de info, j'ai encore perdu le nom de votre Infoscope. Oh infoscope, voilà. Chantal, sérieusement, sérieusement, sérieusement. On est dimanche aussi, hein. Oui, c'est vrai, c'est Euh, vrai. bon, ce que je peux dire, c'est que c'est important parce qu'en fait, dans les médias, dans les journaux, en fait, on a qu'un son voilà, qui est organisé. D'ailleurs, ça a été dit au cours de l'interview, c'est que ce sont ceux qui possèdent l'outil de production qui possède aussi les médias. Et donc, je voudrais me donner qu'un exemple, c'est que hier matin, j'écoutais à France Inter comme quoi il y avait un mouvement de grève chez les cheminots, chez les conducteurs de train sur la ligne TGV, et je n'ai entendu que les dérangements que ça pouvait faire pour les usagers du rail, mais en aucun cas, je n'ai entendu pourquoi ils étaient en grève et par qui, voilà, qui avait lancé le mouvement en grève. Donc, on occulte forcément la question sociale, voilà, on n'en fait qu'un, voilà, ce que je peux dire. Donc, c'est pour ça que ce genre euh, de médias est important parce que ça permet d'écouter autre chose que le discours organisé sur les ondes plus ou moins grandes audio ou télévisuel, voire et aussi médias papier. Voilà. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez retrouver l'intégralité de ce stream sur YouTube, puisque du coup là cette fois-ci on alterne en fait. Des fois on fait des best-of, mais là comme c'était la sortie d'un pognon de dingue, on s'est dit voilà on va tout balancer sur notre YouTube. Donc voilà, je rappelle que vous pouvez retrouver notre film Un pognon de dingue directement sur notre plateforme, notre blog infoscope.live. D'ici là, nous, on va se prendre quelques vacances avec Benito pour se reposer tout simplement. Et puis on va commencer à préparer le troisième épisode de Nous sommes en guerre, ça va arriver quand même assez rapidement. Donc, bah, je te souhaite de bonnes vacances, hein, Ben, hein, quand même. À toi aussi, Adam Mignot. Ouais, Adam Mignot. Et n'oublie pas, c'est mon anniversaire hein, bientôt. Hein, moi, je veux un cadeau, un super cadeau d'anniversaire. Hein. Ouais, non, ouais, je dis ça, je gratte l'amitié en plein live, mais je m'en fous, tu vois. On verra si je suis d'accord et si mon portefeuille sera d'accord aussi. Ah, punaise. Bah oui, c'est ça le problème d'être journaliste indépendant, c'est qu'on gagne pas assez d'argent, quoi. On a même pas de carte de presse, merde. Merci beaucoup, Chantal. Et puis, Merci. bah, merci à tous d'avoir suivi notre live. Salut! Au revoir. Ciao.